de rester fidèle au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans votre émission Enjeu. L'actualité, vous le savez, c'est le procès de Karim Wade qui a été ouvert le 31 juillet et qui se poursuit actuellement. L'actualité, c'est aussi le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndao qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'ailleurs, le général Fall, qui a été beaucoup cité dans ce livre, a été rappelé à Dakar. L'actualité, c'est également la déclaration de Macky Sall concernant le mandat du chef de l'État. Il a décidé de passer par la voie référendaire pour réduire le mandat du président de la République de 7 à 5 ans. Pour en débattre, je reçois sur ce plateau de Enjeu M. Tcherno Ndiogou, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également membre de la Ligue sénégalaise des droits humains, Maître Amadou Ali Kane, conseiller juridique à la rencontre africaine des droits de l'homme RADDHO, et M. Amadou Tidiane Won, ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada. Monsieur Won, je reste avec vous pour parler du procès de Karim Wade. Je l'ai dit tantôt, le procès a été ouvert le 31 juillet dernier. Mais d'abord, sur la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est-ce que la CREI peut juger ou doit juger Karim Wade selon vous? Je vous remercie. La CREI, depuis qu'elle a été réactivée, ressuscitée, disent certains, en raison de son coma prolongé, est contestée. Contestée par des juristes au plan national, contestée par les avocats de Karim Wade devant la barre, qui ont soulevé un certain nombre d'exceptions qui sont en train d'être examinées. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que la CREI me semble contestable au plan politique, dans la mesure où c'est une institution d'exception, une juridiction d'exception, qui vient encombrer le fonctionnement normal de notre appareil judiciaire, qui a, à mon avis, tous les ressorts et tous les recours nécessaires à un bon exercice du droit. Connaître de faits d'enrichissement illicite, de détournement de deniers publics et de toute autre malversation devrait être un exercice de droit commun. Même si, dans ce cas-ci, les personnalités qui sont attraites devant la CREI devraient, de notre point de vue, relever de la haute cour de justice en raison des positions qu'ils ont occupées au moment de la commission des faits qui leur sont reprochés. Il se trouve que, pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, cette cour a été réactivée ou ressuscitée. Ce que je déplore et que je regrette ici, c'est que la cour, dans son mode de fonctionnement, dans l'étendue de son champ d'investigation, me semble un peu dangereuse au plan de nos libertés individuelles. Il peut quand même être renversant que la charge de la preuve soit renversée pour que vous puissiez devoir justifier ou donner les raisons de vos possessions ou de vos avoirs. Cela me semble contre-productif pour une nation qui doit créer de la richesse et la partager. À vous entendre, la CREI est incompétente pour juger Karim Wade. Le mot incompétent étant juridiquement chargé, je laisserai aux juristes qui entourent cette table donner les arguments pour ou contre de son incompétence. Ces arguments ont été suffisamment développés à la barre. Moi, je me place du point de vue d'un citoyen qui conteste la légitimité d'une telle juridiction et qui estime que cette juridiction ne devrait pas connaître de faits reprochés à des ministres ou anciens ministres ou anciens premiers ministres. Justement, je me retourne vers un juriste parmi les deux juristes qui sont présents sur ce plateau de Enjeu, M. Amadou Ali Kane, sur la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Quel est le regard ou l'appréciation du juriste que vous êtes? Je vous donnerai l'appréciation de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme que je représente, je suis le conseiller juridique et que je représente ici à cette émission. Et de ce point de vue, je vous dirais que nous avons été les premiers
a attiré l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'incompétence de la CREI pour juger M. Karim Wade. Et cela a été fait par moi-même au nom de la RADDHO le 17 avril 2013, le jour même où M. Karim Wade a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. J'ai alerté en disant qu'il n'a pas été attrait devant son juge naturel. Son juge naturel, c'est la Haute Cour de justice et non la Cour de répression de l'enrichissement illicite, du fait qu'il est un ancien ministre et que l'essentiel des faits sur la base desquels repose l'accusation sont directement connectés ou corrélés avec sa fonction d'ancien ministre. Et cela aussi, nous l'avons rappelé en avril 2014 à Luanda, à l'occasion de la 55e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le secrétaire exécutif de la RADDHO, M. Aboubakry Mbodj, a pris la parole devant la communauté des défenseurs des droits de l'homme africains et internationaux et a lui développé la position de la RADDHO sur la CREI. Et parmi les points qu'il a développés, ils sont nombreux, on a l'occasion d'en revenir, il y en a un qui avait trait justement à l'incompétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI pour juger M. Karim Wade, dans la mesure où c'est un ancien ministre de la République, en vertu de l'article 101 de la Constitution. Lorsque le Premier ministre ou les autres ministres commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ou bien sont accusés d'avoir commis des infractions dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont justiciables de la Haute Cour de justice, qui, comme chacun le sait, doit être saisie par une résolution de l'Assemblée nationale votée à la majorité des 3/5 des parlementaires. Et c'est cela l'acte d'accusation qui est envoyé au procureur général et lequel saisit le parquet de la Haute Cour de justice qui est dirigé par le procureur général près la Cour de cassation. Oui. Et aujourd'hui, près la Cour suprême, on va dire. Bien sûr. Oui, M. Ndiogou, vous êtes enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de droit précisément. Que pensez-vous de cette incompétence de la CREI qui a été soulevée par les avocats de la défense? En fait, comme la RADDHO, la Ligue a pu contester également la CREI par rapport à ses limites. Mais par rapport à la question sur la compétence, on a eu à tenir donc des débats à en finir. Pour revenir à la notion de compétence, je vais vous dire que juridiquement parlant, donc on a 3 types de compétences. Et je crois que là, les deux ne se posent pas. C'est-à-dire la compétence territoriale ne se pose pas, ni la compétence matérielle, parce que la Cour est compétente pour ceux qui sont poursuivis ou ceux qui ont commis le délit de l'enrichissement illicite. Maintenant, la compétence, si je peux vous dire ainsi, la compétence personnelle. Est-ce que la CREI est compétente pour juger un ministre, oui ou non? Là-dessus, je vais certainement prendre le contre-pied de mon maître. Parce que moi, l'interprétation que je fais, je dis que le délit, quand est-ce que le délit est conçu? Le délit est conçu à la suite de la réponse insuffisante ou lorsque le ministère public a jugé qu'il n'a pas eu les réponses qu'il fallait. Et dès lors, le délit est constitué, on parle dans ce cas d'un délit instantané. Et je crois que l'appréciation maintenant de l'orientation de cette procédure devrait être appréciée en partie de ce moment. Dès lors, à partir de ce moment, Karim était-il ministre, oui ou non? Je comprends bien, parce qu'on dit que les faits ont été commis lorsqu'il a occupé les fonctions de ministre, etc. Mais à cette époque, le délit n'existait pas, n'était pas conçu. Le délit est conçu au moment où il n'a pas pu apporter les réponses qu'il fallait, ou bien lorsqu'on a jugé les réponses insuffisantes et on a décidé de le poursuivre. Le délit a été constitué bien après, selon vous, bien après qu'il ait quitté ses fonctions de ministre. Bien après qu'il ait quitté ses fonctions de ministre. Donc c'est à partir de ce moment que, à mon avis, qu'il faut apprécier donc l'orientation de la procédure. Pour vous dire qu'à partir de ce moment, Karim n'était pas ministre de la Justice. Donc je doute de la compétence donc, de la Haute Cour de justice. Donc je crois que bel et bien la juridiction... Mais professeur, il y a la CREI qui prévoit le renvoi du mis en cause devant la Haute Cour de justice. Oui.
C'est prévu par la CREI. C'est prévu également l'article 17. L'article 7 de la loi donc 81-53 qui le prévoit, 81-54 qui le prévoit également. Mais par rapport à la compétence, vous pouvez me poser par rapport à la compétence. Je vous ai dit tout à l'heure que la compétence c'était quoi? Est-ce que la CREI est... La question qu'on devrait se poser c'est quoi? Est-ce que la CREI est compétente pour juger un ministre qui a cessé ses fonctions ou un ministre qui est en fonction, en exercice? Donc, l'appréciation de l'orientation de la décision, c'est à partir du moment où le délit est conscié. C'est à partir de ce moment qu'on a dit que Karim est auteur d'un délit. Donc, à partir de ce moment, il faut vérifier quelle est la juridiction compétente. Donc, à mon humble avis, voilà l'interprétation qui en résulte donc de votre question. Mais je reviens avec monsieur Maître Amadou Ali Khan sur la même question. Quelle est la différence entre les deux juridictions, la CREI et la Haute Cour de justice? D'abord, ils ne jugent pas les mêmes personnes. La CREI juge des personnes qui ne bénéficient pas de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. C'est très clair en son article 7. Il est dit, lorsque les faits constitutifs de l'enrichissement illicite concernent une personne bénéficiant d'une immunité ou d'un privilège de juridiction, le procureur spécial transmet le dossier à l'autorité compétente au fin de l'exercice des poursuites par les voies légales. Ça, c'est l'article 7 qui le dit. Le parquet spécial, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, a tenu une conférence de presse. Et à l'occasion de cette conférence de presse, on nous a sorti la théorie du caractère instantané de l'infraction. À savoir que l'infraction commence à partir de l'appréciation du caractère non satisfaisant de la réponse apportée à la mise en demeure. Mais nous avons dit qu'à ce stade-là, à cette époque-là, il ne peut pas y avoir d'infraction d'enrichissement illicite. Vous êtes devenu un privé. Vous ne pouvez pas, au jour de la mise en demeure, alors que vous êtes devenu un simple citoyen, commettre un délit d'enrichissement illicite. Donc, il ne peut s'agir... Au moment de la commission du délit. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une fiction du législateur qui, pour empêcher qu'on dise que l'infraction est prescrite, rend possible les poursuites à partir de la mise en demeure, de la réponse à la mise en demeure. Mais ça, c'est pour empêcher que le délit soit prescrit. C'est pour pouvoir le poursuivre, le rendre plus ou moins imprescriptible. Mais quand vous allez à l'article 163 bis, qui pose le délit, qui réglemente le délit, qui le prévoit et qui le punit, le délit d'enrichissement illicite. Mais c'est très clair que c'est un délit qui ne peut pas être commis par monsieur tout le monde. Il ne peut être commis que par certaines personnes, surtout les personnes qui, en vertu de leur qualité ou de leur fonction, donc, représentent l'État. Si vous ne représentez pas l'État, vous êtes un privé, vous ne pouvez pas commettre un délit d'enrichissement illicite. Vous pouvez être peut-être un complice de ce délit. Un agent public, un agent de l'État commet le délit et peut-être vous donne l'argent pour le faire fructifier ou autre chose. De ce point de vue, vous pouvez être poursuivi. Mais vous-même, en tant que privé, vous ne pouvez pas vous enrichir illicitement. Donc l'enrichissement illicite poursuit les agents de l'État. Exactement. Ou bien les gens privés qui bénéficient du concours financier de l'État. Une association privée, par exemple, qui est financée par l'État, qui a une subvention. Dans ce cas aussi, les personnes peuvent être poursuivies à partir du moment où il y a infraction, un comportement délictueux. Mais un privé qui ne bénéficie pas du concours financier de l'État, qui n'a rien à voir avec l'État, ne peut pas être poursuivi pour ce délit. Donc dire que en avril 2013, au moment où M. Karim Wade n'exerçait plus de fonction, que c'est ce jour-là qu'il a commis le délit, du point de vue juridique, c'est difficile à soutenir parce qu'il n'a pas la qualité, il n'a pas les fonctions qui sont un critère essentiel pour commettre ce délit. Maître Ndiogou, Monsieur Ndiogou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais tout juste ajouter que les dispositions de l'article 163 bis dont il vient de soulever peut être résumé ainsi. Qui peut être poursuivi, c'est tout simplement une personne qui détient les deniers publics. Oui. Point. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Pour revenir maintenant aux dispositions de l'article 7 dont il vient également d'évoquer, c'est la personne, lorsqu'il est présent devant, il est poursuivi pour délit d'enrichissement illicite, et qu'au moment de la poursuite, ces personnes bénéficient d'une immunité,
là le renvoi est possible. Mais au moment où le renvoi à la haute cour de justice est possible, mais au moment où l'infraction est reconnue et que ces personnes, on a décidé de le poursuivre, ils n'avaient aucune immunité, la compétence de la cour de répression, à mon humble avis, est la cour de répression de l'enrichissement illicite. Voilà ce que je voudrais rajouter, et je ne voudrais pas que ça soit donc un débat d'interprétation. Voilà. Oui, je voudrais sur ce point-là dire qu'en réalité, le débat qui est en cours ici, c'est le débat qui est en cours au tribunal. Bien sûr. J'ai assisté personnellement à 2 jours de plaidoirie, d'intervention du procureur spécial et du substitut, d'intervention du président de la Cour. En réalité, c'est des écoles qui s'affrontent. Des écoles et des perceptions du droit. L'instant de commission du délit, pour certains. Par où commence le délit? L'instant de commission du délit pour certains court à partir du moment où il n'est pas capable de justifier. On vient, vous avez une belle voiture, Monsieur Diouf, dites-nous comment vous l'avez eu. Au moment où on vous donne un délai, si vous ne pouvez pas justifier, à partir de ce moment-là, le délit est constitué. Si j'ai bien compris. Selon M. Ndiogou. Ça, c'est l'école de M. Ndiogou. Les avocats disent non. Les avocats disent... Les avocats de la défense. Oui, les avocats de la défense et beaucoup de techniciens du droit. C'est pour ça que je vous dis que c'est 2 écoles qui s'affrontent. Et je pense que l'exercice aujourd'hui, c'est que les Sénégalais comprennent que ce qui est en jeu au tribunal, ce sont nos libertés. C'est de nos libertés qu'on parle. Il ne s'agit pas de la liberté ou de la personne de Karim Wade. Il faut qu'on sorte de cela. C'est de la liberté de tout Sénégalais qui peut demain occuper des positions gouvernementales, les quitter et se voir rattraper par une histoire que l'on peut avoir fabriquée. Ah oui? Tout à fait. Et c'est comment? Écoutez, on a, quand monsieur Ndiogou disait tout à l'heure de l'argent public, dans le cadre de l'affaire Karim Wade, on ne nous parle pas de détournement de deniers publics. On nous parle d'enrichissement illicite. Ce n'est pas de l'argent qui était dans le trésor public qui a été distrait. C'est des entreprises identifiées comme faisant partie de son patrimoine qu'on lui reproche. Et sous ce rapport-là, on peut tout à fait, demain, M. Diouf, vous avez un frère qui prospère dans l'import-export et on peut vous soupçonner d'avoir investi dans la fortune de votre frère. Moi, ce qui me terrifie dedans, c'est qu'on décourage l'ambition, on décourage l'entreprise, on décourage le fait que quelqu'un, parce que simplement il s'appelle Won, demain n'osera pas, parce que M. Won occupe une position publique, investir, gagner de l'argent, distribuer de la richesse, parce qu'on pourra dire qu'il aime un prête-nom. Et qu'on va l'obliger à venir justifier ou expliquer. C'est à lui de justifier, parce que c'est le renversement de la charge de la preuve. Mais c'est mon frère, mais c'est mon argent. Ouais. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec Bibo Bourgi. Bibo Bourgi a sa fortune, et on dit que toute sa fortune appartient à Karim Wade. Et on dit à Karim Wade, juste expliquez-nous que ça ne vous appartient pas. Monsieur Bourgi, expliquez-nous que l'argent que vous avez n'appartient pas à Karim Wade. Moi, là, il y a quelque chose de gênant. De gênant du point de vue de notre société qui est jeune. Nous avons 50 ans d'indépendance, nous avons un développement à construire. Nous devons, dans ce pays, avoir 500 à 600 milliardaires qui créent autant de millionnaires, qui créent autant de gens riches. Il faut que, dans ce pays, on crée de la richesse. Selon vous, monsieur le ministre, le Sénégal n'a pas besoin d'une cour comme la CREI? Je crois que c'est une cour qui, parce qu'elle a été créée du temps du socialisme, qui avait des dogmes, qui avait une idée de la richesse, qui avait une idée de l'homme, de son développement, des contraintes que l'on peut faire peser pour lui, je pense que c'est une cour qui est idéologiquement marquée. Tous les pays dans le monde qui étaient sous ces régimes avaient ce type de cour. Mais ce n'est pas un type de cour qui est, pour le Sénégal de 2014, qui doit se mettre sur les rampes de l'émergence. C'est une cour anachronique du point de vue historique. Oui, Maître Amadou Ali Khan, vous pensez que le Sénégal n'a pas besoin d'une cour comme la cour de répression de l'enrichissement illicite? Je reviens, si vous permettez, une dernière fois sur la question de l'incompétence.
plutôt sur la question du caractère instantané de l'infraction. Vous savez, en droit pénal général, il y a ce qu'on appelle la classification des infractions. La classification sur le mode d'action. On a ce qu'on appelle les infractions instantanées, les infractions permanentes, les infractions continues. Comme infraction instantanée, je vous donne le vol. Vous savez, un vol, la personne peut mettre 1 an avant de voler. Je vous surveille, je vois à quelle heure vous revenez chez vous, à quelle heure vous cachez, vous vous couchez, quand le gardien est là, quand la bonne va au marché, je regarde tout ça. Jusqu'au jour où je comprends tout ça, et puis je passe à l'action. Donc on considère que l'infraction instantanée, l'infraction a eu lieu quand le vol a été commis. Pas bien avant. Pas bien avant. Non, non, ça ce sont des actes préparatoires. Vous pouvez cesser, ne pas le faire après. Vous pouvez ne pas commettre. Deuxièmement, il y a les infractions permanentes. Je viens, on dit à tel endroit, il est interdit d'afficher. Je fais une affiche. Mais je commets une seule fois l'infraction quand je posais l'affiche. Chaque jour que l'affiche est là, je ne commets pas d'infraction. Parce qu'il n'y a qu'une seule fois qu'il y a eu intention coupable. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas eu de réitération de la volonté coupable. Donc l'infraction a été commise du jour où j'ai mis mon affiche. À l'endroit interdit. Et dernier exemple maintenant, il y a l'infraction continue. Je vous séquestre. Je vous garde chez moi. Je vous séquestre, je demande l'argent. Chaque jour, je commets l'infraction jusqu'à ce que vous soyez libéré. Parce que chaque jour que je ne vous retiens pas, on considère que je réitère la volonté coupable. Et quel est maintenant l'intérêt, pour arriver à votre question? L'intérêt est double. Par rapport à la compétence, par rapport à la prescription et par rapport à la loi applicable dans le temps. Le seul intérêt que présentent ces distinctions-là, par rapport, non pas à la compétence n'a rien à voir avec ça. Par rapport à la prescription et à la loi applicable dans le temps. Supposons par exemple, je vous séquestre. Aujourd'hui, la séquestration est punie par 2 mois de prison. Le lendemain, on vote une loi, on dit maintenant ce n'est plus 2 mois de prison, c'est 10 ans de prison. Est-ce qu'il y aura les droits? Non, mais tant que je ne vous laisse pas, je commets le délit chaque jour. Donc, la loi je serai sous le coup de la nouvelle ou de l'ancienne loi? Moi qui vous séquestre, je serai sous le coup de la nouvelle loi tant que je ne vous libère pas. Vous comprenez? Mais celui qui commet un vol et la loi change, la loi reste la même pour lui. Celui qui fait l'affiche, la loi reste la même. Donc c'est pour vous dire, encore une fois, ça n'a qu'un intérêt par rapport à la prescription et par rapport à la loi applicable dans le temps. Maintenant, ceci étant dit, j'en reviens à votre question, est-ce que le Sénégal a besoin... Je voudrais dire que nous, à la RADDHO, nous adhérons à la politique de promotion de la bonne gouvernance. Nous adhérons à la politique de lutte contre les prévarications, à la politique de lutte contre la corruption. Mais nous disons que, quelle que soit la noblesse de ces politiques ou des intentions qui sous-tendent ces politiques, ça ne peut pas justifier qu'on marche sur les principes qui fondent les droits humains fondamentaux, qui fondent le procès équitable. Maître, merci. Monsieur Ndiogou, je rebondis juste pour poser une autre question. C'est est-ce que la CREI est liberticide? Vous allez me permettre d'abord de revenir un tout petit peu sur ces quelques notes. Je partage les idées qui ont été développées lorsque M. le ministre dit que c'est une situation qui nous terrifie. Également, c'est pareil. De même que Maître qui dit que bon, nous adhérons également à toute idée de bonne gouvernance. Mais je voudrais rappeler à Maître tout à l'heure, lorsqu'il faisait la distinction entre infraction instantanée et infraction succès continu, donc là, il faisait référence aux intérêts, en disant que les intérêts sont doubles. Moi, je dirais que les intérêts sont triples. Parce que la compétence qu'il n'a même pas voulu aborder, la compétence en fait partie. Parce que lorsqu'une infraction est instantanée, c'est le lieu de la commission de l'infraction. Alors que pour l'infraction qui est continue, les juridictions qui peuvent intervenir, ça dépend. Parce que si l'infraction est commise à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, et la personne est finalement donc inculpée à Tamba, la juridiction de Tamba est compétente.
ça également, parce que je ne peux pas aujourd'hui réfuter une idée que j'enseigne aux étudiants, que je partage avec les étudiants. Et je renvoie certainement à nos téléspectateurs, aux arrêts Bassetti, qui datent depuis et qui ont pu élaborer la théorie. Donc, pour revenir maintenant à votre question, est-ce que la juridiction elle est liberticide? Je vous ai dit à l'entame de mes propos que la loi sur la CREI comporte des limites que nous ne cessons de déplorer. D'abord, il y a la remise en cause, comme il a bien soulevé tout à l'heure, de la présomption d'innocence 1. De 2, il y a la violation des droits de défense. Et enfin, pour revenir tout à l'heure à l'intervention du ministre sur la subjectivité des notions qui ont été employées, patrimoine et train de vie. Par rapport maintenant à la violation des droits, maître est mieux censé quiconque pour revenir, ou bien il est bien placé parce que chaque jour donc, il est en contact avec le droit. Mais par rapport à la violation donc, des droits de défense, il y a la violation d'abord du principe donc, du recours effectif, prévu par l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors que l'article 98 de la Constitution nous dit, je fais abstraction des dispositions du préambule, parce qu'il y a un débat, est-ce que les déclarations ont une valeur, quelle est la valeur? Certains disent qu'il y a eu des déclarations qui ont une valeur constitutionnelle, d'autres ont une valeur supérieure à la loi. Qui dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous l'application de l'autre État. Ceci dit, la déclaration a prévu, à l'article 8, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1940, a prévu le recours effectif, alors que la loi sur la CREI ne le prévoit pas. Ne permet pas d'appel. Ne permet pas d'appel, un réexamen. Ouais. Et encore, il y a la violation du double degré de juridiction prévue par l'article 14-5 également du pacte international sur les droits civiques et politiques. Ce qui est prévu ici, ce n'est pas un réexamen des faits, mais c'est plutôt le recours en cassation. L'article 17 de la loi le prévoit également. Ceci dit, voilà un point qui nous permet d'affirmer cette liberticide. 2, le train de vie, et le patrimoine. Mais nous tous, même les non-juristes, savent que le patrimoine est composé de 2 éléments. C'est le passif et l'actif. Mais dans le cadre de la répression de l'enrichissement illicite, le passif n'est jamais en jeu, c'est toujours l'actif. Le train de vie, il a bien donné des exemples, monsieur le ministre, le train de vie. Mais quelqu'un qui s'est surendetter pour mieux vivre, je pose la question. Oui, d'accord. Je voulais juste répondre sur ce qu'il a dit, sans faire de la polémique. On ne va pas faire un débat entre juristes. Je confirme en tout point de vue que la classification des infractions que je viens de rappeler n'a qu'un double intérêt par rapport à la prescription et par rapport à la loi applicable dans le temps. Et je le renvoie au livre de Jean-Claude Soyer, droit pénal général et procédure pénale. Page 45. Page 45. Page 45 du livre Jean-Claude Soyer, droit pénal général et procédure pénale. Oui, mais gardez le micro. Je renvoie aussi à vos étudiants en deuxième année de droit à ce livre. Mais j'ai une question pour vous qui a des connotations juridiques. C'est le président Macky Sall, Maître Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, dont certains disent qu'ils devraient comparaître. Juridiquement, est-ce que c'est possible? Je pense que d'abord, le président Abdoulaye Wade, c'est le père biologique de l'accusé, M. Karim Wade. Donc normalement, il ne doit pas pouvoir témoigner pour son fils. Ou en tout cas, s'il comparait, c'est peut-être à titre de simple renseignement. Et je ne vois pas l'utilité de le mettre dans le procès. Ouais. Bon, maintenant, c'est la Cour qui va apprécier. Moi, je ne connais pas les éléments du dossier. Peut-être qu'à partir du moment où on parle de oui, un tel m'a donné, de ce point de vue, peut-être, il peut être utile de l'entendre. Parce qu'à un certain moment, on a entendu Wade dire que la fortune de Karima, au moins une partie, c'est moi qui lui ai donné. Et à partir du moment aussi... Oui, et j'en ai donné aussi à Macky Sall, à d'autres. C'est ça les propos de Wade. Vous êtes un proche, donc merci monsieur Maître Kane, du président Abdoulaye Wade. On l'a attendu au tribunal, on ne l'a pas vu. Selon vous, c'est quoi les explications? Écoutez, non, il n'y a pas besoin d'explication. Monsieur le président Wade ira au tribunal si ça le chante. Il n'ira pas si ça ne le chante pas. Il n'est pas obligé d'y aller. Je ne vois pas pourquoi tout le monde veut en faire un événement alors que c'est une... Pensez-vous qu'il est prêt à témoigner? Mais je ne pense pas qu'il soit dans l'esprit des juges de le convoquer. Mais pourquoi donc? Outre l'aspect qu'a évoqué tout à l'heure de l'impossibilité de le citer comme témoin, eu égard aux relations biologiques qui existent entre lui et Karim Wade, je pense qu'il faut que l'on soit sérieux.
Le président Abdoulaye Wade a donné au Sénégal 2 alternances réussies. La première alternance en l'an 2000, faire sauter le verrou du Parti socialiste après 40 ans. Donner avec élégance le pouvoir au président Diouf et ne pas se mettre à fouiller dans les poubelles de sa succession. Il a ensuite, après 12 ans d'exercice du pouvoir, accepté avec élégance le verdict des urnes et transmis le pouvoir avec hauteur au président Macky Sall, et il est parti prendre des congés qui ont duré 2 ans. C'est pendant ces 2 ans-là que des activistes de tous bords ont voulu ternir ce bilan plus qu'honorable. Outre un bilan sur le plan des infrastructures, il y a le bilan que tous les Sénégalais doivent méditer et juger de la hauteur avec laquelle il a traité ceux à qui il a succédé et de la hauteur avec laquelle il a transmis le pouvoir, évitant à notre pays ce qui est arrivé dans d'autres pays, des alternances catastrophiques. On veut nous faire oublier tout cela à travers un rideau de fumée et que ceux qui l'ont allumé peinent aujourd'hui à éteindre. Aujourd'hui, ils sont embarrassés après avoir conditionné les Sénégalais. Comme quoi, le pays était en faillite. Non, le pays n'était pas en faillite. Le pays était sur des rails qui le menaient à l'émergence que nous avons aujourd'hui payé 2,5 milliards, une étude pour essayer de l'avoir. Je pense qu'il parlait du plan Sénégal émergent. Je pense qu'il aurait été de l'intérêt supérieur du Sénégal de savoir accorder une retraite à ceux qui l'ont servi avec dignité, honneur et loyauté. Les légendes qui ont été créées, qui ont été inventées pour salir le bilan du président Wade, salir sa famille, salir ses collaborateurs, c'est ce qui est aujourd'hui difficile à résorber, parce que ce qui est difficile, c'est que le président Macky Sall lui-même fait partie du bilan du président Abdoulaye Wade. Il fait partie du bilan du président Abdoulaye Wade, je le dis, il fait partie, il était président du CIS, Comité Initiative et Stratégie. C'est un des élèves de Abdoulaye Wade, pour ne pas dire un des enfants de Abdoulaye Wade qui lui a succédé. Et nous, on s'en était tous réjouis, dans la mesure où, au premier tour, le président Abdoulaye Wade et son fils, Macky Sall, pesaient 62% des voix. Les Sénégalais, tout en sanctionnant le président Abdoulaye Wade pour un certain nombre de dérives et d'erreurs qui ont été commises, que je reconnais, que nous reconnaissons, parce que nous sommes quand même des êtres sensés, ont donné leur confiance à quelqu'un de sa famille politique pour que l'aventure commencée en l'an 2000 se poursuive. Vous voulez dire que c'est le libéralisme qui a gagné en 2012? C'est en tout cas toute une manière de gérer de Abdoulaye Wade, de montrer que dans un pays, ça se construit, que dans un pays, on doit entreprendre, que dans un pays, on doit libérer les énergies, que la chape de plomb d'un certain nombre d'idéologies était passée de temps. Je pense que c'est ce ticket-là, cet avenir-là, que les Sénégalais ont indiqué du doigt en donnant 62% au premier tour à la famille politique du président Abdoulaye Wade. Ce qui est étrange, c'est que pour quelqu'un qui est né après les indépendances, en 1960, le président Macky Sall n'a rien trouvé de mieux à faire que de se retourner vers ceux qui, au premier tour, avaient 11% et 13% pour les ramener au pouvoir alors qu'ils en ont été chassés en l'an 2000. Ça, c'est la vérité, c'est des faits vérifiables arithmétiquement et politiquement. Et alors aujourd'hui, il est dans une coalition. Nous gagnons ensemble, nous gouvernons ensemble, mais sapristi, on ne gagne pas ensemble lorsqu'on est candidat tout seul. Qu'avec les 11% et leurs 13%, il lui avait apporté les 65%, mais arithmétiquement c'est impossible. Dans ces 65%, il y a une partie des 36% de Maître Wade qui lui ont donné leur voix au second tour. Et il y a aussi d'autres Sénégalais qui avaient envie de parier sur lui. Est-ce qu'il est à la hauteur du pari? C'est la question qui se pose. Voilà, c'est la question qui se pose. Mais il y a eu aussi une autre question qui s'est posée lors du procès de Karim Wade. C'est la constitution d'anciens ministres comme conseil de Karim Wade. Et finalement, le juge a décidé de leur permettre de plaider, et ce qui constitue une entorse à l'article 11 qui régit donc
la profession d'avocat. En tant que juriste, Maître Khan, que pensez-vous de cet acte? Et avocat en plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une disposition dans le règlement intérieur des avocats qui prévoit que si vous avez exercé des fonctions en tant qu'agent public, vous devez rester pendant une durée de 3 ans avant de pouvoir plaider contre l'État. Maintenant, la question était de savoir, est-ce qu'un ministre, un ancien ministre précisément, était ce qu'on peut appeler un agent public? Parce que c'est les agents publics qui étaient visés par la loi. Certains ont dit oui, c'est des agents publics, d'autres ont dit non. Qu'est-ce qu'un agent public, juridiquement parlant? Un agent public est défini par 3 critères. Il y a un critère organique. Il faut que l'État soit l'employeur. Quand l'État est votre employeur, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère matériel. Il faut que le travail que vous fassiez soit un travail de service public. Pas un travail d'intérêt privé, mais un travail d'intérêt général, un travail qu'on appelle de service public. Et le troisième critère est un critère juridique. Il faut qu'aux yeux du droit interne de l'État, que vous puissiez être considéré comme un agent de l'État. Or, du point de vue du droit interne sénégalais, il n'y a que 2 catégories d'agents de l'État. Il y a les fonctionnaires et il y a les agents contractuels. Est-ce qu'un ministre qui exerce une fonction politique rentre dans ces catégories? La Cour a tranché apparemment en disant non. Mais il y a une jurisprudence par rapport à ça. On a vu le cas même de Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, de Maître Aïssata Tall Sall, qui ont été donc privés de plaidoirie dans des cas comme ça par rapport à cette fonction. Je suis très à l'aise pour en parler parce que j'étais aussi dans ce procès. C'est le procès de l'étudiant Apollinaire Diatta. Moi-même j'étais constitué. Pourquoi Aïssata Tall Sall a été exclu? Parce que Aïssata Tall Sall était députée, pas ministre, ancien ministre. Elle n'a pas été exclue en tant qu'ancien ministre, mais en tant que député en exercice. Il y a une loi qui prévoit qu'un député ne peut pas plaider contre l'État. Donc on l'a dit, on est désolé, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'un député ne peut pas plaider contre l'État. Et vous en êtes un. Donc on l'a exclu de ce chef. Maintenant, il y a eu le cas de Souleymane Ndéné Ndiaye qui a été exclu du fait qu'il était un ancien ministre, un ancien premier ministre. Mais là, on ne peut pas parler de jurisprudence parce que c'est une décision isolée. C'est une décision d'un juge en matière de flagrant délit. Et c'est une décision unique qui n'a pas été confirmée ni par la Cour d'appel et encore moins par la Cour suprême. Et dès lors, elle ne peut pas avoir valeur de jurisprudence. Maître Ndiogou, que pensez-vous de cette question? Bon, il a si bien explicité donc les contours de la question en tant que telle. Et c'est bien d'avoir précisé également qu'il s'agissait d'un cas isolé et non d'une jurisprudence, parce qu'au sens juridique du terme, on sait ce que signifie la jurisprudence. Mais par rapport à cette question, si on applique la loi en tant que telle, parce que bon, je peux être dans une position où si le juge a tranché, que je puisse donner mon point de vue là-dessus, parce que je me réclame comme doctrinaire. Mais tant que l'affaire n'a pas été tranchée, je ne peux pas s'immiscer dedans. Mais par rapport à cette question, je me suis dit que le juge a tout fait sauf rendre le droit. Ah oui, c'est ma position. Parce qu'il fallait qu'il y ait une application de la loi, et la loi leur interdit de se constituer. Pour ou contre l'État. Mais finalement, lorsque j'ai développé le débat au sein de la Ligue, donc le coordinateur a su réagir en me disant qu'il fallait également qu'on ait une appréciation plus juste ou plus équitable donc, de ces dispositions, parce que ces dispositions en retour violent un certain nombre de principes, notamment le principe du choix d'un justiciable à un avocat. Toute personne est libre d'avoir un avocat. Mais c'est des considérations qu'on a pu développer, mais au sens juridique du terme, en appliquant à quelqu'un qui est épris de justice et de droit, je crois que là, le juge a tout fait, sauf appliquer la loi. Parce que s'il avait appliqué la loi, il n'aurait jamais dû accepter la constitution donc, des anciens ministres, parce qu'il a violé dans ce cas la loi.
Ouais. Merci M. Ndiogou. Je donne la parole donc au ministre Baba Wan, Amadou Tidjane Wan. Mais je voudrais qu'on aborde une autre question, c'est les conséquences politiques d'une condamnation ou d'une libération de Karim Wade, aussi bien pour Karim Wade que pour le président Macky Sall. Écoutez, le président Macky Sall a dit quant à lui qu'il ne ressentait aucune menace et je crois qu'on peut le croire sur parole. Si le procès se démontre, oui, ça peut politiquement avoir... Je pense qu'il fera face au peuple sénégalais. Ce n'est pas une joute entre le président Macky Sall et Karim Wade. À mon sens, c'est un procès qui est aujourd'hui instruit au nom du peuple sénégalais. La cour n'est pas une cour qui appartient à Macky Sall. On a instrumentalisé le droit pour, de mon point de vue, régler des comptes politiques. Ça se paiera politiquement. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que les Sénégalais qui suivent avec beaucoup d'attention le procès ont surtout à l'idée qu'on leur a vendu pendant des années l'idée d'une famille prédatrice, l'idée d'un régime prédateur, l'idée d'un régime qui aurait pillé les deniers publics ou qui se serait enrichi illicitement à partir des positions publiques occupées. Si cette histoire tombe à l'eau, ce qui tombe à l'eau aussi, ce sont les présupposés politiques qui ont fait émerger un candidat comme Macky Sall qui a pu défier sa famille naturelle politique. Si la menace ne vient pas de Karim Wade, elle viendra d'un autre acteur politique qui sera ou issu de la famille politique de Abdoulaye Wade ou d'une nouvelle configuration de l'échiquier politique qui commence à se dessiner. Je parlais d'une sanction même du peuple sénégalais, je veux le dire. Il y a des élections, il y a déjà le référendum d'ailleurs, on va en parler après, auquel il conviera le peuple pour demander au peuple de se prononcer sur le quinquennat. Restons avec ce référendum parce que c'est la prochaine... C'est la prochaine étape, mais je veux dire, c'est important comme date de retenir que le président Macky Sall qui pose au peuple une question de confiance. Est-ce que vous me faites confiance pour raccourcir mon mandat de 5 ans et m'en donner un autre? Avant d'en arriver aux conséquences, s'il vous plaît, monsieur le ministre, juste une appréciation de la décision du président Macky Sall de passer par la voie référendaire. Écoutez, moi je pense que c'est une voie qui est démocratiquement juste. Redonner la parole au peuple pour changer partie de la Constitution, c'est une règle normale. Et personnellement, moi je n'y vois aucun inconvénient. Et le peuple se prononcera, je pense, de manière très claire. Je rappelle qu'il s'agit du mandat du président de la République et non du mandat du président Macky Sall. Parce que si la loi est votée, ça va être appliqué à tous les présidents de la République qui vont se succéder au pouvoir. Et libre à un autre président de recourir au référendum pour... Il y a des juristes qui veulent qu'on verrouille. Bon, très bien. Oui, je pense que le recours au référendum est une procédure qui est démocratique. C'est peut-être même la plus démocratique. Et certains diraient même que c'est la procédure la plus conforme à la Constitution. Parce que la durée du mandat est une question fondamentale. Et il ne faudrait pas pouvoir la changer suivant une procédure, on va dire, parlementaire. Mais au-delà de tout ça, au-delà du respect de la parole donnée, si on pose la question en termes démocratiques, est-ce que c'est mieux pour nous de dépenser des milliards pour faire un référendum? Est-ce que c'est bien pour lui de faire ses 7 ans, peut-être, et de partir? J'aurais souhaité sur cette question que le président organisa de larges concertations d'abord. Concertation avec toute la classe politique, avec la société civile, recueille tous les avis, et à l'issue de cela, en toute souveraineté, il prend une décision. Je n'ai pas connaissance de la tenue de telles consultations larges. Et je pense qu'en la matière,
c'est une question qui est importante, qui interpelle le pays. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On laisse M. Ndiogou, le professeur Ndiogou, donc se prononcer sur la même question. Professeur, c'est un mot assez lourd là, d'université. Bon, par rapport à l'intervention du président, c'est une initiative que nous saluons parce que là, au moins, il tend à une conformité par rapport à la loi. Toutefois, ce que nous déplorons, c'est que les organisations de la société civile, donc on va porter la voix avant bien même l'organisation des élections pour l'éviter à coupler les élections, pour éviter ce que vient de souligner tout à l'heure Maître, d'autres dépenses. Mais je crois que tout récemment, je suis en train de développer d'autres interprétations pour éviter ces dépenses-là, pour éviter également la voie référendaire. Il avait pris, donc, comme on dit en Wolof, il avait pris la ferme volonté de réduire, sur lui-même, de réduire le mandat. Mais qu'est-ce qui l'empêche, au bout de 5 ans, d'organiser des élections anticipées? De démissionner. De démissionner, pourquoi pas? Ouais. Voilà, c'est ma position par rapport à on aurait économisé de l'argent et voilà. Voilà. Parce qu'il avait de manière ferme dit et il a répété qu'il ne reviendrait pas sur la diminution de son mandat. Cette forme de référendum s'est renvoyée au calendrier grec. C'est une voie de sortie. C'est une voie de sortie et qui peut coûter cher. Et comme le dit Maître Khan, des voix vont s'élever pour dire que ça va nous coûter trop cher. Et avec un mauvais hivernage, il va lui aussi nous dire que très bien, avec le mauvais hivernage, on ne peut pas aussi non plus se payer un référendum et on va plus s'en sortir. Moi, je pense qu'il a les moyens de la démission au bout de 5 ans, l'organisation d'élections anticipées qui irait très bien au lieu de passer par la voie coûteuse du référendum qui, je garde quand même mon point de vue, est une modalité démocratique de restitution de la parole au peuple. Mais si le peuple se prononce de manière claire, nette et précise, c'est aussi une défaite dont il faudra démissionner. Si le peuple vote dans le sens contraire à sa proposition, il devra en tirer les conséquences politiques. D'accord. Je reste avec vous pour parler donc du livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaw qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le général Fall, qui a été beaucoup cité dans le livre, a été rappelé à Dakar. Écoutez, la première des choses, je suis des Sénégalais qui sont relativement gênés par le déballage auquel se livre le colonel, qui est certainement un homme courageux, un homme de dignité, un homme de valeur. Mais autant je pense que toutes, même les vérités ne sont pas bonnes à dire, autant l'armée, la sécurité du pays a des obligations de ne pas dire tout. Vous pensez que l'armée doit rester muette? Non. L'armée a le droit de dire ce qui va dans le sens de la sécurité des personnes et des biens. L'armée n'a pas le droit de dire les modalités par lesquelles la sécurité des personnes et des biens est mise en œuvre. Quand on va évoquer un certain nombre de choses qui se sont passées en Casamance, ça c'est limite. Je suis de ceux qui pensent que le colonel Ndaw a aussi utilisé un peu trop le jeu, notamment dans le premier tome. Dans le second tome, il aura aussi, sous certains rapports, dévoilé certains aspects de la vie privée de certaines personnes. J'aurais préféré que le livre fût plus analytique qu'anecdotique. Il nous aurait servi sans faire de mal, sans blesser, sans avoir des airs de délation. Il y a aussi, à mon avis, beaucoup de colère personnelle contre des individus qui transparaissent et qui plombent le livre, qui est un livre, à mon avis, qui aurait gagné, encore une fois, à s'élever de ses problèmes personnels avec les uns et les autres pour donner au Sénégal un message pour l'honneur de la gendarmerie et non pour l'honneur d'un colonel de gendarmerie. Merci, monsieur le ministre. On est au terme presque de cette émission. Monsieur Khan, il y a une question qui a été soulevée, c'est le général Fall. Donc on dit qu'il ne peut pas être jugé. C'est quoi l'appréciation du juge que vous avez? D'abord que le général Fall est un ambassadeur. En tant que tel,
il jouit de ce qu'on appelle les privilèges et immunités. Il a été rappelé. C'est ça, j'en viens. Donc, tenant compte de cela, peut-être, il a rendu sa démission. Ce qui le libère de ses immunités qu'il bénéficiait et qui faisait qu'il ne pouvait pas être même entendu. Maintenant, est-ce qu'il peut être jugé? Ce qui suppose qu'il soit coupable de quelque chose. Ou en tout cas susceptible d'être coupable de quelque chose. Mais il y a des accusations qui portent sur lui. Oui, mais est-ce qu'elles ne sont pas fausses? Est-ce qu'elles sont avérées? Donc, ce sont que des accusations. Maintenant... Qui méritent enquête. Voilà. Une enquête va être ouverte, certainement, par la gendarmerie. Et à l'issue de cela, s'il y a des faits susceptibles de qualification pénale, il faut savoir qu'un général ne peut être poursuivi que devant la cour d'appel siégeant en formation spéciale. Oui. Donc avec des militaires. Et deuxièmement, il faut un ordre de poursuite signé par le président de la République. D'accord. Maître Ndiogou, en 2 mots, on est à la fin de l'émission, en 2 mots sur cette question concernant le général Fall. Bon, par rapport à cette question, je crois que l'idée est partagée. On n'a pas grand-chose à ajouter, mais comme j'ai deux minutes, je vais en profiter peut-être pour rebondir un tout petit peu sur les suggestions de M. le ministre. Il a dit qu'il faut qu'on prenne les choses d'une manière analytique. Effectivement, il a parfaitement raison. Est-ce qu'il devait le dire, est-ce qu'il ne devait pas le dire? Ce n'est plus le débat. Le débat, c'est de voir quel est le contenu et quelle est la porte de ces contenus. Mais on dit tout simplement des personnes qu'il a indexé ou autre. Mais si je suis en l'aise parce que j'ai lu les ouvrages, certes pas en support papier, mais en support électronique. J'ai parcouru l'ouvrage. Je vous renvoie à la page, le tome 2, à la page 61 ou 62, là où il dit que malgré la criminalité qu'on a pu noter dans la banlieue, etc., il ne s'est jamais posé des questions sur la table pour en discuter et voir quelles sont les mesures à prendre pour résoudre ces questions. Donc pourquoi toujours viser la question des personnes qui ont été citées, etc., alors qu'il a interpellé le système même à réfléchir sur la démarche. Donc voilà les mots que j'avais sur l'ouvrage du colonel. Merci Monsieur Thierno Ndiogou, enseignant à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également membre de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Amadou Ali Kane, vous êtes conseiller juridique, vous êtes avocat, conseiller juridique à la rencontre africaine des droits de l'homme. Merci de votre présence. Merci. Monsieur le ministre, c'est toujours avec un réel plaisir de vous recevoir donc sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Culture et ancien ambassadeur du Sénégal au Canada. Monsieur Amadou Tidiane Wane, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir.